L'évolution du droit québécois, c'est une évolution d'un droit qu'on pourrait qualifier peut-être de périphérique pour une longue période, ce qui veut dire que dans un premier temps, on a donc appliqué le droit français, ce qui voulait dire d'ailleurs le droit qu'amenaient les gens avec eux, ça pouvait être le droit donc de la région parisienne, ça aurait pu être le droit aussi de Normandie, et à la fin du 17e siècle, le roi a décidé donc de ne retenir qu'une seule coutume, la coutume donc de Paris, qu'on a jusqu'à un certain point, mais relativement peu aménagé. Bon, on a tenu compte notamment des distances, on a tenu compte du fait qu'il n'y avait pas d'avocats dans la colonie et on a tenu compte aussi des rigueurs de l'hiver. Donc, on a dû faire quelques adaptations de la coutume parce que la colonie n'était quand même pas la région parisienne. Donc, pour une longue période, ça a été, en gros, le droit applicable, plus évidemment des ordonnances royales, des ordonnances coloniales. Donc, c'était ce droit-là qui pouvait ressembler en grande partie au droit qui s'appliquait donc en métropole. Évidemment qu'il y a un événement qui va exercer une influence, c'est lorsque les Britanniques prennent le contrôle, si on peut dire, de la colonie lors de la guerre de la conquête. On pourrait croire que immédiatement le droit anglais s'est appliqué et c'est en gros ce que semblaient dire quand même les ordonnances, les lois qui vont alors s'appliquer. Mais parce qu'il y avait très peu de fonctionnaires britanniques dans la colonie, parce que les Canadiens, comme on les appelait à l'époque, donc les Canadiens donc connaissaient la coutume, l'appliquaient, on a finalement, jusqu'à un certain point, continué d'appliquer la coutume, même si c'était le droit britannique qui aurait dû s'appliquer. Mais il y a quand même eu un intervalle là d'incertitude. Et pour diverses raisons, en 1774, les autorités britanniques, après un certain nombre d'études, de consultations, ont décidé de clarifier les choses une fois pour toutes et ont voté ce qu'on appelle l'Acte de Québec qui rétablit donc le droit français. Il faut par ailleurs dire que même si on rétablit le droit français, on va instituer un régime d'administration de la justice qui est à l'image du régime d'administration de la justice qu'on connaît en Grande-Bretagne. Et si on dit parfois que notre droit est mixte, c'est beaucoup à cause de ça. C'est-à-dire que ce sera un régime de droit fondé en gros en ce qui a trait au droit privé sur la coutume de Paris, mais administré par des tribunaux qui sont à l'image des tribunaux britanniques. Tant et si bien que petit à petit, on aura un droit judiciaire qui empruntera passablement au droit anglais tout en restant fidèle en partie aussi au droit français, donc un système qui sera donc gagné par la mixité. Et ça va se poursuivre, en gros, avec des changements, avec aussi peut-être là des critiques à l'égard d'un certain nombre de lois ou de manières de faire qu'on semble de plus en plus, je dirais, qui ne répondent plus véritablement à une société qui se développe passablement au 19e siècle parce qu'on a quand même maintenu le régime seigneurial. Et donc, il y a je dirais, des mouvements politiques qui vont remettre en question le système tel qu'il existe, qui vont remettre en question certains pans de la coutume de Paris. Finalement, on aura une période de profond changement, on peut même dire de rupture jusqu'à un certain point, au milieu du 19e siècle, alors qu'on abolit le régime seigneurial et qu'on décide, à l'image de ce qu'avait fait la France, de codifier le droit. Donc, souvent, on dit que la codification du droit civil du Québec de l'époque, qu'on appelle le Bas-Canada, c'est une codification qui est assez respectueuse de la coutume de Paris, ce qui est tout à fait vrai, notamment en droit de la famille, mais il y a tout de même, je dirais, une libéralisation du droit en ce qui a trait à la propriété et en ce qui a trait aux obligations. C'est même parfois plus libéral que le Code Napoléon. Tant et si bien qu'on va faire en sorte qu'il y aura une transformation, mais ce droit-là va être à la fois traditionnel et à la fois assez moderne, parce qu'il reflète véritablement les valeurs de la bourgeoisie du milieu du 19e siècle. Et ce droit-là, donc, va s'appliquer, ce Code civil-là, qui entre en vigueur en 1866, va s'appliquer jusqu'à il soit remplacé finalement, jusqu'à ce qu'il soit remplacé en 1994 par un nouveau code. Un exemple très contemporain, c'est probablement celui de la fiducie qui est intéressant. Parce que au départ, étant donné, et je reviens à ce que je mentionnais tout à l'heure, l'Acte de Québec de 1774,
on instaure par cette loi-là britannique la liberté de tester. Donc, la liberté de tester, c'est évidemment, ça enfreint des principes de la coutume de Paris, parce qu'il n'y avait pas la liberté de tester, loin de là, dans la coutume de Paris. Mais les Britanniques tenaient, ils étaient bien prêts à rétablir la coutume de Paris, mais ils tenaient quand même à ce qu'on inclut la liberté de tester. On va donc prévoir une disposition qui porte précisément sur ça. Partant de là, les Britanniques qui sont dans la colonie, surtout au 19e siècle, donc, vont commencer à constituer des donations testamentaires par la fiducie, en constituant des trusts. Donc, c'est par ce moyen-là, par cette façon de faire, qu'on va inclure petit à petit l'institution qui est probablement la plus révélatrice, je dirais, du droit anglais privé, donc le trust, qui va entrer un peu subrepticement à l'intérieur du droit civil.